C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la Brigade, épisode numéro 17. Je m'appelle Jean-Philippe Faure en compagnie de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui à l'émission, on met nos petits chapeaux de Pierre Dorion. On essaye de voir quel move, quelle transaction les sénateurs pourront effectuer à la date limite des transactions. Et en troisième partie de l'épisode, on reçoit Beata Elliott, rédactrice de Silver Sands, ainsi que co-animatrice du podcast American Life. Mais pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur Jean-Philippe Fortin. Il se passe quoi dans le warm-up ce matin? Donc, aujourd'hui dans le warm-up, retour au jeu de Josh Norris, retour au jeu de Colin White, donc des munitions supplémentaires pour DJ Smith dans son alignement. Colin White qui, depuis son retour en 4 matchs, a récolté 1 but, 1 passe. Eugène Melnyk vient en aide à l'Ukraine. Donc, Eugène Melnyk, ses parents sont de descendance ukrainienne. Donc, il a pris l'initiative à chaque match local que l'hymne national soit ukrainienne. Moitié 50-50, la moitié iront pour l'Ukraine pour leur revenir en aide et regarde la possibilité aussi pour que le Centre canadien devienne un centre de donation pour des articles pour eux, pour les venir en besoin, des montants d'argent, bref. On vient en aide pour l'Ukraine et leur situation catastrophique avec la Russie. Plus besoin de preuves vaccinales au Centre canadien Tire. J'aurais jamais cru dire ça un jour. On est le 6 mars 2022. On voit la fin de cette pandémie. Donc, plus besoin de cette preuve vaccinale pour aller au Centre canadien Tire. Donc, tout le monde est la bienvenue. Donc, on va encourager nos Sens, même si ça va mal de son site. L'ancien des Sens, Zdeno Chara, 299 matchs avec les Sens, a battu le record dernièrement pour le plus grand nombre de matchs joués dans la Ligue nationale avec un total de 1652 matchs. Imaginez-vous les boys, 1652 matchs dans la Ligue nationale et c'est pas terminé. Il reste toute la fin de la saison encore. Donc, chapeau à lui, bravo à Zdeno Chara, un homme très respecté dans la Ligue nationale. Et dernièrement, je sais pas si vous avez vu ça passer, Daniel Alfredsson mange des pâtisseries avec l'ambassade suédoise à Ottawa. Donc, c'est ça la nouvelle. C'était le fun, par exemple. L'as-tu écouté? Ouais, je l'ai écouté. Non, je l'ai pas vu. Après, les biscuits à Obama, c'est les... c'est quoi? C'est les croissants à... C'est comme des Alfie? petits... C'est comme des cream puffs, genre. OK. Il nous montre ça a l'air bien bon, puis là, il nous montre comment les manger, là. Puis Alfredson étant moitié canadien, moitié suédois, au début, il est pas sûr, puis là, maintenant, c'est ça. On mettra le lien dans l'épisode. Oui, tout à fait. C'est le fun de le voir interagir, puis voir qu'il est encore présent dans la communauté, là, tu sais, veux pas. Puis JP Fortin, tu parles de fin de pandémie, mais moi, je vais le croire quand je vais le voir, là. Ben alors, faut-tu y croire, là? Tu sais là, la passe vaccinale disparaît, on va enlever nos masques en avril, tu sais, il restera plus grand chose. En fait, il restera plus rien par tout, là. Vous autres, je suis curieux de vous entendre. Le fait qu'on n'a plus besoin de montrer le passeport, est-ce que ça vous gêne? Est-ce que non, pas c'est une bonne décision? Ben oui. Hey, y avait-tu quoi de plus plate qu'aller au Walmart puis monter sa passe vaccinale, là? puis au CTC, en tout cas, je comprends là, ça prenait ça puis tout, mais écoute là, si tu te prenais pas d'avance là pour aller à la game, comme vraiment d'avance, t'arrives en retard parce que t'étais dehors à montrer ton passeport, à faire scanner tes affaires, puis ça prenait du temps, veux pas là, fait qu'enlever ça, c'est sûr que c'est un plus pour l'expérience quand on va y aller. Est-ce que ça me fait peur d'être assis à côté de quelqu'un non vacciné? Je sais pas si c'est là que tu veux en venir, là, mais moi j'ai pas de problème. Parce là. Que les réactions étaient très partagées, là. On l'a vu, là, tout le monde est polarisé d'un côté ou de l'autre, puis toute décision va faire réagir. Si tu ouvres, là, le monde va dire « Ah, peut-être qu'on ouvre trop vite », puis là, si tu ouvres pas, là, le monde va dire « Comment ça se fait qu'il ouvre pas? » C'est Bart Simpson qui disait « Tu te fais taper dessus si tu le fais, tu te fais taper dessus si tu le fais pas ». C'était le segment santé de la brigade. La brigade santé. Pour ma part, moi, je suis juste, en ce moment, je suis juste un peu parano parce que j'ai un petit bébé à la maison. Fait que, tu sais, pour ma part, je ne sors pas. Mais ceci étant dit, j'encourage tous ceux qui veulent le faire, qui sont à l'aise de le faire, à aller encore une fois encourager nos sénateurs d'Ottawa.
Il faut remplir l'aréna. Guys, il faut remplir l'aréna. Voilà, je l'ai dit. Ouais. Mais là, pour la remplir, ça prend une bonne équipe sur la patinoire. Ah, ça, c'est un débat pour un autre temps. Parce qu'encourager une équipe pas bonne, quel message que ça l'envoie au propriétaire. T'sais, on comprend, là, on veut encourager notre équipe même si ça va mal, puis c'est probablement ça, mais en même temps, on ridiculise les équipes qui ont des équipes pas bonnes, puis qui l'aréna est encore plein, puis que les billets sont méga chers. On se dit pourquoi que les propriétaires se forceraient si l'aréna est plein quand ça va mal. T'sais. Écoute, l'équipe est pas mauvaise, là. Je pense pas que c'est une mauvaise équipe. C'est une équipe qui est excitante à voir. On est au lendemain du match là, de 8-5. Là. Si t'es au CTC, ça finit 8-5. C'est frustrant, mais t'as quand même eu 5 buts. Là. T'as quand même vécu un paquet d'émotions dans ta game, même si tu repars déçu, qu'un match 1-0. Là, t'sais. Ouais, mais c'est le fait que c'est 8 buts accordés. C'est contre les Maple Leafs, contre les Lightning de Tampa Bay, tu peux comprendre parce qu'ils ont l'offensive dévastateur. Mais sacrément, c'est contre les Coyotes de l'Arizona. Ouais. 8 buts contre les Coyotes de l'Arizona, tu fais... Mais pense-y, t'es là, puis tu perds 4-0, t'as la tête entre les deux mains, puis là, tranquillement, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, là, le toit saute, là, au moins jusque-là. Après ça, le toit redescend, là, mais quand même. C'est une équipe qui nous fait vivre des émotions d'un côté comme de l'autre. Mais tu vois, Pascal... Ça, c'est pas mauvais. Je vais m'astiner avec toi. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Steven va être content, on s'astine. Je suis d'accord que ça prend une équipe performante sur la glace, mais je pense que l'expérience de l'acheteur du billet doit être au-delà de l'équipe sur la patinoire. Puis ça, c'est quelque chose que les Golden Knights de Vegas nous ont montré. Je pense que ça joue au niveau de l'achat du billet, ça joue au niveau de l'expérience dans l'aréna, ça joue au niveau de ce que l'équipe fait sur les médias sociaux, la façon que l'équipe interagit avec la ville, avec la communauté. Il faut que ce soit un happening. Il faut que l'équipe, il faut que les sénateurs d'Ottawa créent un sentiment d'appartenance avec sa communauté, ce qui, en ce moment, n'ont pas. Puis ce qui en reste est en s'effriter à tous les jours. Plate à dire, là. C'est vrai que les partisans des sénateurs, c'est pas des gens qui courent. En tout cas, ceux qui vont au CTC présentement, c'est pas du monde qui court après une expérience. C'est du monde qui va aller voir une game de hockey, comme ils iraient voir une game junior majeur ou une game n'importe quoi. Ils vont là s'asseoir, regarder tranquille la game de hockey. Ils vont pas là faire le party. Exact. Ils vont pas là en se disant c'est ma foi cette année que j'y vais. Écoute là, je vais sauter, je vais danser, je vais chanter, peu importe ce qui se passe à la glace. Tu sais, à l'opposé, mettons, dans Montréal, les gens qui vont là, à Toronto, j'ai des amis qui s'en vont là à Toronto voir une game, ça lui coûte 1000$, là, la famille. C'est un événement. C'est un événement. Puis ils peuvent aussi bien perdre contre Buffalo. Tu sais, quand tu dis on a les Leafs, là, on est supposé te dominer, puis tu sais, ce temps-ci, ça va pas super bien. Écoute, ça nous a coûté 1000$, mais ils ont eu du fun, peu importe le score. Moi, je suis allé voir jouer quelques années passées, avant la pandémie, les sénateurs de Belleville contre le Rocket de Laval, à la Place Belle. Ouais, méchante ambiance. Je garantis que l'ambiance à la Place Belle pour un match de la Ligue américaine est 100 fois meilleure que l'ambiance dans le centre Canadian Tyson. Ouais, j'ai vu ça aussi. Moi, c'était contre Texas, puis c'était la soirée country. C'était fou raide. C'était fou raide l'ambiance entre la première puis la 2. Ça a été toutes les lumières ont fermé. Ça a été un show country avec des covers d'un paquet de chansons. Puis c'était vraiment le party. Là. Vraiment, vraiment le party. C'est ce qu'ils n'ont pas réussi à créer à Ottawa, mais tu le créeras pas avec la mini-équipe qu'ils ont, puis avec la porte tournante des employés qui rentrent puis qui sortent, puis qui a comme pas de vision à long terme. Fait que... Voilà. Puis la deuxième chose, puis ça, j'en parlais avec Luc Cheney l'autre jour dans le vestiaire. Oui, c'est facile de dire on est en reconstruction, là, quand on va être bon, on va vendre des billets. OK. Puis regarde ce que les Canadiens de Montréal ont fait. Ils ont annoncé leur reconstruction ou leur retool ou leur rebuild, vous appelez-le comme vous voulez. Puis qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils ont engagé Martin Saint-Louis et Vincent Lecavalier. Ça veut dire que tu enlèves tout le focus sur la patinoire puis tu l'emmènes dans l'équipe. Fait que là, tu laisses les jeunes faire toutes les gaffes qu'ils veulent. Là. On s'en fout parce que Martin Saint-Louis, c'est Jésus, là, tu sais. Ouais. Puis c'est ça que Ottawa aurait dû faire. C'était le temps, quand ils ont annoncé la reconstruction, de ramener Alfredson, d'emmener Chris Phillips, d'emmener qui vous voulez, là. Mais montrez-nous que cette équipe-là est équipée pour veiller tard.
Il y a beaucoup de ponts de brisés entre les anciens joueurs et l'équipe. Ben oui. Puis ça, c'est très triste. Puis désolé, ça se réparera pas tant qu'on sait tous... tant que celui dont on ne doit pas prononcer le nom. On ne doit pas dire le nom, est exactement. Dans les bureaux. Ouais. En terminant, je veux juste, les gars, revenir sur votre performance dans la source du hockey. Ah oui, c'est vrai. À nos auditeurs, si vous voulez aller écouter ça, sur la page YouTube, en fait, sur toutes les plateformes de la source du hockey, un podcast québécois qui nous a ouvert ses portes, là, avec qui on fait des collaborations. Fait qu'on les remercie. On avait reçu Seb au plus de bonheur dans l'année avec lequel on avait fait un pari. Donc, on est revenu sur le sujet. On en a parlé à notre dernier épisode à nous autres. Fait que c'est ça. Fait que c'est son équipe, son podcast à lui qui nous a reçus en live cette fois-là. Nous, on est habitués à quelque chose de plus compact, plus structuré. Fait qu'en live, c'était assez différent, mais c'était le fun. C'était bien le fun. Écoute, il y a peut-être une petite rivalité qui se bâtit, puis c'est juste positif, je pense. Restez là dans un instant, on fait nos prédictions en vue de la date limite des transactions. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! Aujourd'hui, pour le deuxième segment de l'épisode, on fait quelque chose de petit peu spécial. On n'a pas de collaborateurs, on va s'ostiner entre nous autres, on reste en famille. On a décidé que ça pourrait être intéressant de faire un petit segment spécial date limite des transactions. Alors, chacun de nous trois allons simuler notre Pierre Dorion interne. Yes. L'un de nous sera vendeur, l'autre sera acheteur et l'autre demeurera plus ou moins neutre. Donc, on va s'amuser. Les gars, êtes-vous prêts? On est prêts? Hey, en passant, pas de jugement pour les auditeurs qui nous écoutent. On fait ça du mieux qu'on peut, puis si vous avez des commentaires, vous nous les écrirez. Comme quoi, si vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Jean-Philippe Fortin. Yes. Comment va ton Pierre Dorion intérieur? Et ben là, au lendemain d'une défaite de 8-5 contre les Coyotes de l'Arizona, je me pose de sérieuses questions. On s'en pose tous. Donc, moi, je mets mon chapeau de acheteur. Ça suffit, là, la mascarade de donner la place aux jeunes, puis bâtir sur les choix au repêchage, puis attendre que le bon temps arrive, là. Ça suffit. Passons aux choses sérieuses. Et moi, je mets mon chapeau d'acheteur. Donc, j'ai 3 transactions à vous proposer. Mais là, tu vas entourer les jeunes. J'entoure les jeunes, en plein ça. Parfait. Puis je peux dire aussi que je me débarrasse du bois mort, là. Je vais vous les dire, là. Donnez-moi n'importe quoi pour ces joueurs-là, puis c'est à vous autres. C'est exemple. Donc, première transaction. Ça concerne notre fameux Matt Murray. Matt Murray, je l'échange. Et là, je vais vous expliquer pourquoi, OK? J'échange Matt Murray, un choix de 3e ronde en 2023, et Philippe Gustafsson. Wow. Contre... Les deux partent aux Jets de Winnipeg contre Connor Hellebuyck. Connor Hellebuyck ne fait... pas qu'il ne fait plus l'unanimité à Winnipeg, mais Winnipeg s'en va dans une pente descendante. L'équipe commence à vieillir. Cette équipe-là ne fera pas encore les séries cette année. Donc là, je pense que le branding de équipe gagnante à Winnipeg commence à changer. Donc, c'est le temps de commencer à faire le ménage à Winnipeg. Donc, c'est pour ça que moi, je réclame. Je prends Connor Hellebuyck pour ses 2 ans restants à son contrat, qui est à 6,1 millions de dollars. Donc, le salaire de Matt Murray, il vient remplacer de Connor Hellebuyck. Matt Murray, ils en feront ce qu'ils voudront. Je suis même prêt à prendre un pourcentage du salaire de Matt Murray au pire pour juste qu'il parte. Je pense que t'auras pas le choix. Possiblement. Mais en tout cas, je l'ai pas mis dans ma simulation, mais je donne un choix de 3e ronde en 2023, puis je me laisse partir Philippe Gustafsson. Pourquoi? Parce que c'est la monnaie d'échange pour avoir Connor Hellebuyck, qui est un excellent gardien de but, qui a quand même eu du succès. Là, c'est plus difficile de cette année. Mais moi, comme j'ai dit dans notre dernier épisode, mon gardien d'avenir à Ottawa, c'est Matt Saugaard. Fait que c'est pour ça que je laisse partir Philippe Gustafsson. Puis Winnipeg, ça deviendrait leur gardien numéro 1 dans l'avenir, parce qu'ils ont aucune relève devant le filet. J'ai vérifié... soit dans le club école, soit au niveau des prospects, puis ils n'ont pas de relève. Fait que Gustafsson deviendrait possiblement un gardien numéro 1 à Winnipeg. La question que je te pose, j'imagine que tu joues Forsberg comme backup pour l'instant. C'est ça. Mon planning, c'est de garder Anton Forsberg
comme gardien numéro 2 pour l'avenir des Sénateurs. Pour l'instant, je suis autant que Matt Saugaard se développe, puis après ça, on fera des choix là, si on garde Hellebuck ou bien Forsberg par la suite. OK, deuxième transaction. Comme je vous dis, je fais le ménage. Donc là, je passe à la prochaine étape là, pour avoir une équipe gagnante. Ma deuxième transaction, c'est avec les Canucks de Vancouver. Je change Erik Brannstrom. Donc, ma deuxième transaction, c'est j'envoie Erik Brannstrom et Egor Sokolov aux Canucks de Vancouver contre Brock Besser. Et un choix de 5e ronde en 2023. Donc, Brock Besser, qui est un ailier droit à dernière année de contrat. Possiblement, je ne vois pas qu'il re-signe à long terme avec les Canucks. Cette année, c'est 16 buts, 17 passes pour Brock Besser. C'est un ailier droit, un marqueur naturel. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche, surtout à droite. Sachant qu'il n'a plus de contrat à la fin de la présente saison. Aussitôt que la transaction est faite, j'ai fait une prolongation de contrat de 4 ans et 20 millions de dollars à 5 millions par année. Donc, je m'assure que ce gars-là soit là avec nous à long terme. Ce gars-là a 25 ans, donc il est encore très jeune, des belles années devant lui. Donc, on répond aux besoins à droite avec un fin marqueur, fait que je verrais un trio avec Fermenton puis Stützle, Besser à droite, ça serait de toute beauté. C'est ma deuxième transaction. Là, tu échanges Egor Sokolov. J'échange Egor Sokolov parce que là... Tu vas te mettre beaucoup de partisans à dos, là. On n'a pas le choix. Je pense que Sokolov est peut-être un peu peut-être pas au même niveau, mais peut-être que Brannstrom était avant. On voyait beaucoup de potentiel, mais il était pas là encore. Puis on se dit, fait qu'il y avait de la valeur encore, Brannstrom, dans le temps à cause de ça. Sokolov, c'est peut-être le même genre qu'on se dit, il va peut-être développer en gros power forward, puis ça va être un joueur exceptionnel. Fait que je pense que les autres équipes peuvent encore voir ça aussi. Peut-être. Ou ça va être juste un bust qui va jamais se développer plus que sa vitesse est présentement. Fait que c'est un bon apport, je pense. La différence, par exemple, entre Brannstrom et Sokolov, c'est que Sokolov, les gens l'aiment, il a une belle attitude, il est impliqué dans un paquet d'affaires. Ouais, c'est une vedette là, à Belleville, puis dans les médias sociaux, puis c'est sûr. Ouais, mais tu sais, Mané, pour faire progresser cette équipe-là, Mané, il va falloir payer puis donner des joueurs. Fait que là, malheureusement, Sokolov, c'est lui qui passe. Donc, c'est ma deuxième transaction. Donc, pour l'instant, on a Hellebuck dans le net avec un Besser à droite. Et pour répondre à notre besoin, ma troisième transaction, et ça, elle pourrait être très viable à la date limite des transactions, je change un choix de 3e ronde en 2022, le choix des Bruins de Boston. Victor Mété contre Josh Manson, défenseur droitier des Ducks d'Anaheim, un défenseur pur, à gros gabarit. Un peu une similitude avec Nick Holden, qui fait très bien cette année, responsable dans sa zone, spécialiste de la défensive. Donc, je vois un partenaire enfin pour Thomas Chabot. Donc, un peu ce que Erik Karlsson avait eu pour Mark Method, qui était un défenseur pur aussi. Donc, Josh Manson pourrait remplir ce rôle-là, comme Method l'avait fait pour Erik Karlsson. Puis, Josh Manson n'a plus de contrat à la fin de saison. Fait que, aussitôt que la transaction est faite, je donne un nouveau contrat de 3 ans et 10,5 millions pour 3,5 millions par année. Donc, voilà mes 3 transactions et un portrait global de cette formation-là en 2022-2023 serait Tkachuk, Norris, Batherson, Formenton, Stützle, Besser. Troisième trio, ben là, ça dépend de Paul s'il re-signe un contrat ou non. Donc, c'est Paul ou Tyler Ennis avec Pinto et Connor Brown. Parker Kelly, Adam Gaudette et Austin Watson sur le 4e trio. Défensive, Chabot, Manson, Sanderson, Zub, Holden, Bernard Docker. Et devant le filet, Hellebuck, Forsberg. Et je me débarrasse au plus offrant de Zaitsev, White, Sanford, Josh Brown et Chris Tierney. Je sais pas jusqu'à quel point les gens vont être offrants pour ça, mais... Donne-moi un choix de 7e ronde, puis tu t'en vas avec. C'est considération future. Ouais, c'est ça. Ma seule crainte avec Connor Hellebuck, c'est que c'est quand même un gars qui est rendu à 28 ans. Ouais, mais s'il est en santé pour un gardien, tu peux garder ça jusqu'à 30, 32, 33. Ils peuvent être encore solides. Tu sais, si c'est pas des gardiens qui ont Hellebuck, je suis pas certain. Y a-tu une historique de blessure, moins que Matt Murray. C'est un homme de fer. Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr. C'est moins que Matt Murray, c'est sûr. Mais tu sais, l'optique dans cette transaction-là, c'est que là, Connor Hellebuck a encore 2 ans à son contrat. Donc, jusqu'en 2024, je me trompe pas. C'est ça. C'est l'avant-dernière année des Unparalleled Success.
Mais tu sais, pendant ce temps-là, t'as Matt Sogard qui continue de se développer à Belleville. Exact. Fait qu'il y a encore 2 grosses années à Belleville pour devenir le standard de gardien de but qu'on voit de lui. Parce que moi, Matt Sogard, c'est mon gardien d'avenir. Donc, laissons 2 ans encore Matt Sogard de se développer à Belleville. Quand les 2 ans de contrat à la Bug terminent, là, on prendra une décision tout en venant de l'avenir et comment ça va se passer avec cette équipe-là. Puis si Connor Hellebuck n'a pas trop ralenti, il y a aussi l'option de faire un A, un B avec Matt Sogard. Sogard à ce moment-là. Absolument. Là. Ouais. Absolument. Ce que je trouve intéressant dans tes transactions, c'est que tu réponds aux besoins qui avaient été énoncés par l'organisation au début de cette saison-ci. Donc, un attaquant top 6 et un défenseur pour jouer avec Thomas Chabot, qui n'ont pas... S'il y a du travail qui a été fait à ce niveau-là, on n'en a pas entendu parler. Puis je pense que je suis d'accord qu'il faut solidifier la position de gardien de but parce que ça joue au domino à cette position-là avec Belleville et avec les gladiateurs de l'Atlanta. Ça n'a aucun bon sens. Alors, j'aime ça. Ouais. Vous êtes acheteur comme moi, là, présentement? Ben moi, je pense qu'on est rendu là. L'équipe aurait dû commencer à être acheteur lentement l'année passée. Essayer d'acquérir des joueurs un peu plus d'impact. Je vais en parler plus tard, mais des Michael Del Zotto, on n'en veut plus. C'est ça. Passons à autre chose. Puis Michael Del Zotto ne veut plus de nous. Fait que c'est réciproque. Pour ma part, j'ai fait mon Pierre Dorion intérieur est demeuré neutre et c'est... le réaliste en moi croit sincèrement que c'est le Pierre Dorion qu'on va voir à la date limite des transactions. Il va faire un peu comme l'année passée quand il avait échangé Coburn et Goodbranson à la date limite des transactions contre des choix, si je me souviens bien. Je m'attends pas à grand-chose de plus. Pour ma part, la première transaction que je ferais, et on en a abordé, j'échange Michael Del Zotto, parce qu'elle l'a dit, il a plus l'air de vouloir être ici. Il a l'air plus intéressé à aller vendre des maisons en Floride. Fait que j'essaye de l'échanger aux Panthères de la Floride. Comme ça, tout le monde est content. OK. Exact. On va pouvoir faire jumeler l'utile à l'agréable. Et voilà. Je sais pas si les Panthères en veulent, mais je me dis que pour une équipe de série qui veut peut-être un peu plus de profondeur en séries éliminatoires. Ah ouais, t'as tout le temps besoin d'un gars qui peut t'apporter un peu d'offensive, parce qu'on s'entend que c'est la seule chose qu'il apporte. Écoute, même à Belleville, là, c'est quoi, c'était 22 points en 20 matchs, puis ils ont gagné 5-4 hier, puis je pense qu'il y a 2-3 points encore. Fait que, il est rendu à 26 points en 22 games. Fait que tu vois, 26 en 22. Oui. Puis le gars, il gagne à 1,7 million, quelque chose comme ça, puis il n'a pas besoin de payer d'escrow, donc la fiducie. Fait qu'il est la vedette là-bas, il fait des points, il s'amuse, il a du fun. C'est juste du bon pour lui. Puis écoute, là, je pense que la relation est complètement brisée avec... DJ, là, c'est... je te donne une chance, je t'aime ou je t'aime pas. Puis quand c'est je t'aime pas, c'est fini. Puis d'après moi, il a vraiment pas pris de la façon qu'il a été traité. Même si on le rappelle, d'après moi, il dit non. Il va rester avec les Flots à Belleville. Il va continuer à s'amuser là-bas en attendant qu'on y trouve une autre place. C'est 2,25 l'année prochaine. Là. Puis, tu sais, je pense à des équipes de série comme, par exemple, l'Avalanche du Colorado qui ont Byram qui est blessé pour un temps indéterminé. Les Maple Leafs avec Jake Muzzin, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Est-ce que ce sont des équipes qui pourraient vouloir aller se chercher un défenseur? Ils n'ont pas beaucoup de place sans masse, mettons, tu sais. Fait qu'encore une fois, probablement qu'on va retenir un peu de salaire. Puis qu'est-ce que tu vois en retour pour Michael Del Zotto? C'est quoi tes attentes? Eh là là, un choix de quatrième ronde. C'est réaliste, ça? C'est vrai, c'est difficile. Ou un mauvais contrat. Là. Ouais, un mauvais contrat, ouais. Ça aussi. Mais je pense que pour le bien des deux parties, Michael Del Zotto doit quitter le Centre d'Ottawa. Ça, c'est clair pour tout le monde. Surtout que c'est bien le fun à Belleville, là, mais il prend de la place à Belleville. Il prend de la place à d'autres joueurs. Des Maxence Guénette, des joueurs comme ça qui perdent du temps de jeu. C'est ça. Fait que... Lassie Thompson, Jacob Bernard-Docker, qui eux... passe tout après lui. Ouais. Exact. Pour ma deuxième transaction, j'échange Chris Turney. Je pense qu'il s'est fait lamentablement, il s'est fait dépasser dans la position de centre dans l'organisation. Norris est par-dessus lui, Timmy Stutzla est par-dessus lui, Shane Pinto, malgré ses 20 matchs dans la Ligue nationale, est déjà par-dessus lui. Colin White, qui je pense peut apporter plus en tant que troisième défenseur que lui. Pas de défenseur.
C'est quoi que j'ai dit? Troisième centre. C'est ça. Je pense que Colin White, il faut arrêter de s'attendre à ce qu'on s'attendait de lui au début, puis juste accepter qu'il est le joueur qui est quand même stable défensivement. Il a l'air vraiment d'un joueur qui est apprécié dans le vestiaire. Ça, genre, on remarque ça beaucoup dans les vidéos que l'organisation met sur les médias sociaux. Puis il y a des gars comme Ridley Gray qui s'en viennent, puis on serait pas surpris qu'ils perdent l'alignement plus tôt que tard. Fait que je pense que Chris Tierney, son temps achève. Il a été utile le temps pendant la période où les sénateurs étaient voués à l'échec et on voulait juste un corps mort pour jouer. Mais malheureusement, je l'échange. Où est-ce que je l'échange? Je me demandais si les Golden Knights de Vegas seraient pas intéressés à un gars comme lui. Oh. Eux qui ont beaucoup de blessures à l'attaque. Par contre, là, c'est viable. Par contre, les Golden Knights sont déjà plafonnés au niveau de la masse salariale. Tu payes la balance de l'année, right? Tu payes c'est 4,2 millions. Tu payes, j'imagine que les autres, il faut qu'ils payent la balance du contrat entre le deadline puis la fin des playoffs. La fin de la saison. Fait que c'est quoi le montant? Il n'y a rien qu'un directeur intelligent, un directeur général intelligent n'est pas capable de faire. C'est vrai. Mais Tierney avait été linké au White du Minnesota. Là. J'avais vu des petites rumeurs. Parce que je sais que là, leur profondeur en arrache, là, 3 puis 4e trio. Fait qu'ils voulaient peut-être ajouter un gars d'expérience pour les séries. Donc, Chris Tierney voyait un fit avec le Wild. Ça pourrait être intéressant. Sinon, qui sait, peut-être que les Canadiens de Montréal vont recommencer à y croire, faire un push de série et l'acquérir. On sait jamais. Mais écoute, à 4,2 millions cette année, on s'entend qu'il ne regagnera jamais ça. Puis que c'est bye-bye Chris Tierney. Merci pour les dernières années. Il est UFA à la fin de la saison. Fait que that's all. Et ma dernière transaction n'en est pas vraiment une, mais moi, je remercie le coach DJ Smith. Oh! Et j'emmène, on en a parlé tantôt, l'entraîneur des Sénateurs de Belleville, M. Mann, avec le grand club. Tu remercies DJ Smith d'ici la date limite de transaction? Ouais, d'ici la fin de la saison. Ou à la fin de la saison. Ben, je sais, mais regarde là. Au début de la saison, on voyait des belles affaires, mais beaucoup de hauts et bas. Je pense que l'équipe a besoin d'un petit coup de fouette, là. Ouais, parce que je trouve qu'on manque de constance. C'est des petites choses positives à tweeter. Mettons, on va voir un segment de 3-4 games. Les Sens jouent bien. On va en coller 2 victoires, une défaite en prolongation. Là, on va être content. Mais je trouve que les Sens, c'est des petits segments. Puis c'est ça que je trouve qu'à DJ Smith, on manque de constance comme équipe. C'est 3-4 games, ça va bien. Après ça, 4-5 games que ça va mal. Là, on est dans une pause que ça va mal. Là, on a perdu contre la Floride. On a perdu contre Tampa. On s'est fait ouvrir par les Codes de l'Arizona. Puis là, on est le 6 mars. Puis à soir, on joue contre les Golden Knights de Vegas. Que ça présente rien de bon encore. À moins que Forsberg se démène dans le filet comme il a fait comme la Floride. Puis qu'on limite les dégâts. Mais ça fonctionne plus, là. Fait que moi, Troyman, je déteste pas ça. Moi, ce que j'aime de Troyman, c'est que, on se souviendra avant la pandémie, les Sénateurs de Belleville avec Josh Norris, avec Drake Sanderson, etc., étaient sur une série de victoires, s'en allaient en playoff, puis auraient pu gagner le trophée Calder, là. Il connaît le noyau de joueurs des Sénateurs d'Ottawa. Il les a développés lui-même. Puis je pense que ce serait intéressant de le voir continuer à faire le travail dans la Ligue nationale. Puis moi, DJ, il me donne des boutons, c'est un site, là. Des fois, j'attends ses points de presse pour y demander. Pas pour y demander, mais pour voir qu'est-ce qu'il va dire, tu sais. T'es dans la salle de presse. Arrête. T'es rendu journaliste? Je pose des questions à mon iPad, il me répond jamais. Fait que, ouais, c'est vrai, on devrait avoir un micro, la brigade. Ça serait-tu hot, hein? Ah oui, on va travailler là-dessus. Mais écoute, tout ce qu'il nous dit, c'est les gars, faut continuer à travailler fort. Je pense qu'on a travaillé fort en première, puis on va travailler fort, puis on va continuer à travailler fort, puis faut que les gars travaillent fort. Puis quand les gens parlent des Sens, c'est une équipe qui travaille fort, mais à un moment donné, travailler, tu travailles fort, mais tu travailles mal. J'engage un ouvrier pour me faire une maison. J'ai dit, ils sont où tes plans? J'ai pas de plan, mais je travaille fort. Ouais, mais je veux dire, j'ai pas de plan, pas de structure, mais tu vas voir, je travaille fort en maudit. Ben, tu sais, c'est un peu ça que je suis tanné, là. Ça peut peut-être marcher avec une équipe où t'as
déjà des vedettes, où tu as déjà des joueurs qui sont expérimentés, qui sont là depuis longtemps, qui savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, que la structure a été faite, puis à la fin de l'année, tu as besoin d'aller chercher un coach pour booster ces gars-là. Peut-être DJ est bon là-dedans, mais j'y crois de moins en moins. L'autre extrême, c'était Guy Boucher, qui avait, lui, il nous a étouffés dans une structure. Là, on a lui qui, au contraire, c'est quoi la structure? Je le sais pas. J'aimerais ça des fois qu'il nous l'explique. Je l'ai jamais vraiment entendu. Fait que je suis un peu tanné, puis je pense que quand t'as pas de vétérans pour bien encadrer les jeunes puis pour les calmer dans des espèces de freak show là, de 6, 7, 8 buts puis de 3, 4 buts d'affilée puis ça prend au moins un coach qui est capable de le faire, puis je pense pas qu'il est capable de faire ça présentement. Puis pourtant, quand on l'avait engagé, on avait vanté ses capacités à encadrer les jeunes joueurs. C'était d'ailleurs une des raisons pour qu'on l'avait engagé. Je pense qu'il est capable de les encadrer pour les développer, mais le in-game, là, pour s'ajuster, puis pour caler le temps mort quand c'est le temps, puis calmer le jeu, puis faire les changements on the fly pour répondre à ce qui est en train de se passer devant lui, je pense qu'il est dépassé. Puis il veut pas l'absence de vétérans dans la formation telle qu'elle. Ça aide pas. Il y a personne pour venir jaser avec lui, s'asseoir dans le bureau puis dire hey, on fait ci, on fait ça. Peut-être Chabot, mais même Chabot que Chuck, c'est des gars qui ont pas assez d'expérience pour faire ça. Mais tu sais, en contrepartie, on dira ce qu'on voudra. Oui, J.J. Smith a son tort, mais tu sais, on va mettre les blessures, puis la COVID a pas aidé les choses non plus. Tu sais, il veut pas. Il fait bien son possible, là, mais tu sais, Adam Gaudette, Zach Sanford, ces deux premiers trios, là, on dira ce qu'on voudra, c'est pas des gars de top 6, là. Fait qu'il fait bien ce qu'il peut, mais finalement, ben tu sais, je trouve que aussi cette équipe-là a fait du surplace, puis faut qu'elle passe à la prochaine étape. Mais tu sais, des gars comme Sanford puis Gaudette, là, pas d'affaires sur le premier trio, là. Mais là, Troyman, là, il est grand comme qui, là, pour savoir quel joueur qui va être relancé quand il va arriver, là? Es-tu grand comme Kachuk? Es-tu grand comme... Paraît que c'est important, ça. Pascal, ouais. ton petit Pierre Dorion intérieur était vendeur. Ouais, malheureusement, une autre saison de vendeur. Mais vendeur à date limite des transactions, ça veut pas dire que l'équipe sera peut-être pas... Tu sais, il va rester le marché des joueurs autonomes. Il va rester l'été, où ce qui se passe quand même, beaucoup de transactions aussi. Mais pour le trade deadline, moi, c'est là que je profite de la valeur de certains joueurs. Contrairement à JP Fortin, moi, j'échange Anton Forsberg. Moi, c'est terminé. Écoute, l'année prochaine, c'est un gars qui va vouloir quand même un contrat autour de quoi? 2 millions. On a déjà Murray que l'année prochaine va faire 7 millions. T'es rendu à quoi? Puis 8 millions encore l'année d'après. T'es rendu à 9 et à 10 millions pour tes deux goalers. Je trouve ça beaucoup. Tu sais, moi, 10 millions donnés d'un but, là, je trouvais ça exagéré à Montréal, même si c'était juste à un gars, là. Mais je trouve que c'est beaucoup de masse pour cette position-là. Surtout qu'ils nous montrent pas qu'ils sont capables d'être consistants, là. Exact, c'est ça. Puis moi, donner des contrats à un gars qui a eu une bonne année, qui a donné une bonne performance, on l'a fait dans le passé, puis on est resté pris avec un gars pendant 3 ans, tu sais. Je pense que on l'a ramassé pour rien, là. C'est un gars qu'on a ramassé au balotage. C'est un gars qu'on a ramassé qui a été une belle surprise. Puis présentement, il peut pas avoir un plus gros écart entre ce qu'on a payé puis ce qu'il vaut présentement avec les performances qu'il a données dernièrement. Fait que c'est un gars qui, oui, a monté sa valeur. Probablement que ça vaut présentement un choix de 3e ronde. Mais tout dépend qu'est-ce qui arrive d'ici. La limite, une équipe qui a un gardien qui se blesse, moi, je crois un peu au jeu des enchères pour les gardiens. Souvent, c'est ça qui arrive au trade deadline. Les équipes surpaye pour un joueur. Fait que je me dis, si on peut aller chercher un choix de 2e ronde pour un gars qu'on a ramassé au balotage, je pense qu'on est gagnant. Ce qui veut dire que l'année prochaine, on a Goss puis Murray. Puis ça en parlait un peu avec Philippe de cette idée-là que j'avais, il était bien insulté parce que lui, ce qu'il se dit, c'est si Murray est blessé, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est ça. Si Murray est blessé, qu'est-ce qu'on fait? Puis pas si, c'est quand, right? Quand il va être blessé. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement, là, on va avoir Sogard qu'on va pouvoir monter un peu. On va avoir Mandolese, tu veux pas le monter trop vite. Mais je me dis, écoute, si on est obligé de monter Sogard un peu, so be it. Puis ce sera toujours le temps d'ajuster l'année prochaine des gardiens qui sont mis au balotage dans l'année, des gardiens qui peuvent venir faire la job comme remplaçants pour pas cher. Je pense que c'est plus commun qu'on pense. Écoute, c'est arrivé quand on en cherchait plus ou moins. On cherchait plus ou moins Forsberg. Puis on a une coupe de blessures. Bang, on l'a ramassé. Puis je pense que des gardiens qui peuvent venir remplacer un peu dernière minute, un peu à la Andrew Hammond dans la Ligue nationale. Je pense qu'il entraîne un peu partout. Tu sais, des journeymen qui peuvent venir
aider. Je pense qu'on peut regarder ce problème-là quand on va être rendu là, mais pour Forsberg, c'est le temps de vendre, c'est le temps de l'exposer comme on le fait présentement, puis il répond. Fait que moi, c'est bye-bye. Moi, tu sais, Forsberg, c'est quand même 11 victoires cette année sur les 19 de l'équipe. Ça représente 58% des victoires. Je pense que si on met Goss à la place, d'après moi, Goss, il est pas loin. Je crois. Puis Goss, écoute, faut le savoir. Là. Moi, je pense qu'il faut l'amener. Justement, si jamais il y a une blessure à Murray, Goss a le net, puis rendu à l'âge qui est là, Goss, l'année prochaine, c'est un contrat à un volet, il est Ligue nationale seulement. Faut le rouler, faut voir qu'est-ce qui est, puis on ajustera l'année prochaine aux besoins, si on pense que ça continue d'être un de nos gardiens d'avenir ou non. Mais tant qu'on l'a pas, tant qu'il nous a pas prouvé qu'il est pas pour faire la job, moi, je continue de donner la chance. J'avoue que on est quand même dans une saison où on gagnera pas rien, là. Amnon Gustafsson, faisons-le jouer des grosses minutes. Si jamais on voit qu'il ne fait pas le travail, bon, on pourra se trouver une solution à court terme l'année prochaine, un genre de gardien qui traîne, comme tu dis. Là. Ouais. Puis si on voit qu'il fait le travail, ben tu go avec lui l'année prochaine, les Matt Murray, puis t'espères le mieux. Là. Puis c'est rien contre Forsberg, là. C'est pas que je l'aime pas ou c'est pas que je trouve qu'il est pas bon, mais écoute, il a été très bon. C'est un gardien qui a besoin d'avoir beaucoup de tirs. Là. Il est toujours meilleur quand il est bombardé. Fait que je pense que ça peut vraiment intéresser une équipe. En tant que vendeur, je pense que c'est une des plus grosses valeurs que j'ai dans mes mains présentement. Puis je vois pas sa valeur devenir plus haute qu'elle l'est maintenant. Non, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Et il est au pic, là. Puis moi, ben c'est ça. Dans la plupart de mes quelques échanges, je vais chercher des pics parce que oui, Dorion dit c'est plus ce qu'on a besoin des pics, puis c'est plus ce qu'on a besoin de bâtir par le repêchage, mais des pics, c'est de la valeur, c'est des choses que tu peux rajouter à des transactions pour aller chercher ce qui nous manque. Il nous manque un top 4 à la défense que JP nous a réglé, puis il nous manque un top 6 en avant. Fait que c'est de quoi qui est bon d'avoir dans notre poche d'en arrière quand vient le temps de structurer des transactions. Là, t'as Forsberg qui part. C'est qui tes autres, là? Là, après ça, j'ai un autre sur lequel j'abandonne. C'est Eric Brandstrom. On y a assez cru pendant longtemps. On a espéré, mais vraiment, là, de ce que je regarde, entre Eric Brandstrom puis Victor Mété, tu m'échanges un ou l'autre dans l'alignement. Y a-t-il vraiment une grosse différence? Oui, il y a peut-être la première passe qui est un peu meilleure, ça, je vais lui donner ça. Là. Il voit des choses que pas beaucoup d'autres défenseurs dans l'équipe peuvent voir, à part peut-être Chabot, où est-ce qu'il est capable de la mettre sur le tape. Le contrepartie, c'est que souvent, ça peut être une erreur en même temps. Il fait des grosses erreurs, je trouve, qui coûtent cher, puis qui sont pas nécessairement compensées par sa performance offensive. Oui, il va faire la bonne première passe, mais dans la zone après ça, lui, c'est pas Erik Karlsson, là, dans le sens où, tu sais, Karlsson, oui, il faisait beaucoup d'erreurs, mais son offensive, en contrepartie, compensait. Ce sera jamais ça, Brandstrom. Fait que moi... Fait que tu l'échanges à Vegas puis tu acquiers Mark Stone, c'est ça? Ouais, exact. OK. One for one. Hey, quand tu penses à ça, quel échec, hein? Quel échec. Ah, écoute, c'était... Hey, tu viens de le comparer à Victor Mété. C'est donc dire qu'on a échangé il est parti de Karlsson à Mété, là. C'est comparaison. Mark Stone pour Victor Mété. Ouais. Wow. Hey, puis dans le temps, je regardais, je sais pas c'est qui a remis des tweets du temps où il disait vraiment décevant pour les Sens d'avoir perdu Mark Stone, mais c'était un coup de circuit pour Brandstrom. C'était pas juste Dorion, là. Tu sais, Dorion, pour la plupart du monde du hockey, c'était une bonne décision, puis c'est peut-être pas une bonne décision, mais c'était un excellent retour. Mais là, on est rendu là aujourd'hui. Mais tu sais, tout ça pour dire que peut-être que Brandstrom, dans une autre équipe, il va stepper up aussi. On le sait pas. C'est peut-être bien l'organisation des Sens qui le fait... peut-être aussi. Qui fait creuser sa tombe, là. Encore une fois, est-ce qu'il est dans les bonnes grâces de DJ Smith depuis le début? Non. On pense que non. Est-ce qu'il joue présentement par défaut encore, comme l'année passée, où c'est quand toutes les blessures sont arrivées qu'on lui a fait confiance? C'est très possible. Fait que, effectivement, peut-être que dans une autre équipe, puis écoute, s'il y a encore un mini peu de valeur, là, c'est là. Une équipe peut encore se dire on va prendre une chance, mais après ça, d'après moi, Brandstrom, si cette année c'est pas mieux, là, ça va juste baisser sa valeur. Fait que ça m'attriste de voir des joueurs avec du potentiel de même détruits par des organisations. Tu sais, le Canadien, bon, on peut dire, ils en ont détruit une coupe. Puis là, nous autres, on fait pareil avec un gars comme Eric Brandstrom qui nous avait été vendu comme le dieu du siècle. Puis finalement, on l'a détruit, mais pas rien qu'un peu. Fait que je trouve ça malheureux pour ces jeunes-là qui avaient une chance de faire la Ligue nationale, puis malheureusement tombent dans de mauvaises circonstances. Un gars qui l'aime pas par DJ Smith.
l'organisation qui le traîne d'un bord puis de l'autre, fait que finalement, le jeune n'a plus confiance en lui, arrive pas capable de percer la Ligue nationale, puis il va rester un gars de troisième paire, quand potentiellement aurait pu être un corps arrière à défensive. Fait que je trouve ça vraiment malheureux. On le saura jamais à Ottawa, je pense pas. À moins qu'encore une fois, à moins qu'il y ait un coach aussi petit que lui qui arrive, puis puis que c'est Brad Strom finalement qui est relancé, on sait pas. Fait que c'est ça. Puis pour les autres, écoute, je peux en parler brièvement. Là, c'est certain que je reste ouvert. On a parlé de Del Zotto déjà. Si je peux aller chercher un pic pour ça, bye, c'est fini, on en a assez parlé. Zaitsev, on en a parlé aussi. Zaitsev, 4,5 millions pour 2 ans encore. Ah oui, c'est juste un cap de 2,5, là, mais les Sénateurs vont avoir besoin de retenir du salaire si on veut qu'ils partent. Je pense que ces temps-ci, là, il y a plus grand. Je pense qu'il va prendre la place à certains jeunes encore qu'on aimerait voir plus. Si l'offre se présente, c'est parti aussi. Puis, c'est certain que je reste ouvert, en tant que vendeur, je reste ouvert à n'importe quelle offre pour mes UFA, c'est certain, là, Sanford, Dennis, Gambrell, Godet, tous ces joueurs-là qui gagnent autour de 1,1, 2 millions, 900 000. C'est tous des joueurs que, écoute, dépendant de l'offre, ils partiront pas toutes. Je veux dire, le monde se garageront pas au pied de Dorion pour aller toutes les chercher. Fait que tu vas en garder quelques-uns pour continuer à patcher les trous qui vont te permettre de garder certains jeunes quand même dans les mineurs puis les amener juste quand tu auras besoin. Mais pour finir, là, ma surprise ou je suis quand même vendeur, mais j'achète. Puis ce que j'achète, c'est le contrat de Colin White. Okay, tu rachètes le contrat de Colin White. Parce que si je le fais maintenant, je paye 1/3 de son salaire pendant le double du temps qui reste. Fait que sur 6 ans. Fait que je paye 875 000 pour les 6 prochaines années. Colin White, écoute, il est un peu victime de son contrat. Ben là, t'as dit, si je le rachète maintenant, c'est 875 000 sur 6 ans. Si tu le rachètes l'année prochaine, exemple, c'est... C'est 2/3. C'est 2/3 du salaire au lieu d'être 1/3. Fait que c'est rien contre lui. Bon gars dans la chambre. Les gars ont l'air de l'aimer. Ça a l'air d'être une des parties qui cimentent l'équipe ensemble. Mais écoute, il y a le même contrat que Drake Batterson. Là. Ça a aucun bon sens. Là. Tu peux pas avoir un centre de 3e ligne là, sur... puis inéchangeable. Personne va venir chercher Colin White, c'est certain. Fait que j'en profite pour le racheter cette année. Je suis certain qu'il va se trouver une autre équipe. Quelqu'un d'autre va le signer pour le faire jouer sur sa 3e puis aller dépanner. Je suis convaincu. C'est un joueur qui est quand même efficace dans les 2 zones. Fait quoi? Moi, c'est comme ça que je finis l'année. Puis écoute, on a besoin de place au centre, veut pas, avec les jeunes qui s'en viennent. Quand Pinto va être là, ce tout-là, on veut le garder au centre. On a Ridley Gregg qui s'en vient. On a... Fait que ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, ma vente qui est pas une vente de feu, mais qui, écoute, on va chercher des pics qu'on peut aller chercher pour qu'est-ce qu'on a comme valeur, puis ça sera des monnaies d'échange, puis ça va permettre de faire de la place à certains jeunes. Je pense qu'il faut faire attention quand même là, quand on dit ramener les jeunes. Moi, je pense plus à l'année prochaine. Cette année, écoute, si on peut garder quelques-uns de ces joueurs-là pour combler puis laisser nos jeunes avoir une maudite belle fin de saison. La fin de saison que tu parlais tantôt de JP4 qui n'ont pas réussi à finir il y a quelques années, ben peut-être que cette année, c'est l'année, puis laissons-les dans une attitude gagnante, laissons-les avec leur futur coach. À nos auditeurs, est-ce que vous êtes en accord, en désaccord? On vous invite à nous le dire dans les commentaires. Sinon, les boys, bonne recherche. J'espère que vos Dorions intérieurs seront comblés d'ici la date limite des transactions. Les Sénateurs d'Ottawa au Hot Yoga ou Yoga Show. Yoga Show, yeah! Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si jamais t'essayes de flusher une patate, mauvaise idée, parce que ça se peut que... OK, les gars. Pardon, c'est un rituel de coach avant de commencer les conférences de presse. Donc, j'espère que l'activité d'aujourd'hui de Hot Yoga, de Yoga Show, ça va vous plaire, les gars. Écoutez, on a payé pour 1 heure, fait qu'on va faire avec ça. Votre entraîneur pour aujourd'hui, ça va être... c'est le frère de Dominique Hasek, en fait, Marcel Hasek. Pourquoi? Ben, parce que on trouve que vous êtes pas mal à sec dernièrement, fait que on pense que ça va être bon pour l'équipe. On pense que ça va être très bon pour l'équipe. Fait qu'on va l'écouter maintenant, et puis bonne session de Yoga Show, les gars, pendant que moi, je vais en prendre un petit café là au bas. Bonjour les Braha. Bienvenue à votre session de Hot Yoga. Aujourd'hui, nous allons voir les positions les plus importantes
qui ont un lien direct avec le hockey. On commence avec le lotus. Un mot qu'on entend souvent au hockey, après avoir manqué un but, après avoir frappé un poteau. On entend souvent « L'as-tu scoré, ce but-là? » Non. Non, tu l'as pas scoré. T'as manqué. Parce que t'as pas fait ton lotus. Position numéro 2. La cigogne. Parce qu'ici, on gagne. Tab. Je pense que j'aime mieux me faire laver par Arizona qu'être ici. Position numéro 3. Le triangle. Comme dans si on termine en bas de Montréal au classement, je t'étriangle. Oh, les gars, je pense que je vais être malade. Hey, lui, je pense qu'il a pas compris le concept du yoga show. Il y a vraiment rien que moi qui est pacté. Position numéro 4. Le pigeon. Comme dans si ça continue comme ça, nous pigeons peut-être le premier choix au repêchage. Hey, c'est chiant ça quand même comme position. Et finalement, la dernière position. Le chien museau face au ciel. Lueur de lune qui coule des larmes de miel. Étendu sur un deck que Pierre Dorion a déjà construit de ses grosses mains fortes. Par un après-midi, tranquille à boire 2 petites Corona. Accroupi. Comme dans... En fait, il n'y a pas trop de signification à ça, c'est juste une position de yoga que j'aime bien faire. Alors j'espère que ça va vous inspirer à devenir de meilleurs joueurs de hockey. C'était Marcel Assec pour vous inspirer. Les sénateurs d'Ottawa au Yoga Show. Dans un instant, on reçoit Beta Elliott. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Donc, les rédactrices pour Silver Seven Sands, le blog, et co-animatrice du podcast American Life, Beata Elliott est avec nous. Salut Beata, comment ça va? Ça va, et vous autres? Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venu nous jaser. Merci de m'avoir invité. Moi, je te suis sur Twitter depuis relativement longtemps, mais je te connais pas. Et alors, je serais curieux que tu te présentes à nous. Ben, je m'appelle Beata et comme tu viens juste de dire, je suis rédactrice à Silver Seven Sands et très active sur Twitter aussi. Je parle très souvent des Sands. J'ai pas mal toujours été partisan des sénateurs. J'ai seulement 22 ans, donc je n'ai jamais connu un monde sans les sénateurs. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou non. Depuis, je pense, vers 2013, je lis souvent des blogs des sénateurs. Je suis assez active sur Twitter. J'écris pour Silver Seven depuis 2017. Est-ce que tu es rédactrice dans la vie? Ou c'est juste quelque chose que tu aimes faire on the side, si je peux dire? Oh non, c'est juste quelque chose que j'aime faire pour le fun. J'écris souvent, j'écris du fanfiction en ligne pour mes romans, pour mes romans préférés depuis que j'ai 12 ans, en fait. Puis aussi, en école secondaire, j'étais dans un programme de création littéraire. J'étais à De La Salle, pour ceux qui le connaissent, puis un programme artistique. Alors, j'ai toujours aimé écrire, mais non, c'est pas mon emploi. Je suis curieux, pourquoi les sénateurs? Qu'est-ce qui t'a fait devenir fan des sénateurs? Honnêtement, c'est parce que je vis à Ottawa. Ma mère est fan des Canucks, donc quand j'étais petite, j'aimais et les Canucks et les sénateurs parce que, les Canucks, c'était l'équipe de ma mère. Puis juste, éventuellement, j'ai un peu plus pris pour les sénateurs juste parce que les matchs commençaient à 7h au lieu de à 10h le soir. Donc, c'est juste plus facile quand j'ai commencé à écouter chaque match, même de la saison régulière, vers 2013, c'est là que j'ai commencé à faire ça. Ça devenait juste trop difficile de suivre les Canucks aussi. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé la communauté des sénateurs. C'était le fun d'être dans la même ville que l'équipe. Puis la communauté est juste tellement... on n'est pas tellement nombreux. Moi, on n'était pas vraiment en 2013, 2015,
je me suis fait des amis dans la communauté et Donc, tu es devenu fan des sénateurs juste à cause de leur départie, c'est ça? pas mal, oui. Elle était à un bouton près de prendre pour les Maple Leafs, là. Ouais, c'est ça. Ah non, jamais. Puis 2013-2015, c'était les années des playoffs contre Montréal. Fait qu'on elle a pu bâtir sa haine contre les Canadiens dans ce temps-là. Fait que c'est parfait. C'est parfait. Moi, je pense 2012 à 2017, c'est là que j'étais à De La Salle. Donc, j'étais toujours entourée de fans des Canadiens de Montréal. Et c'était vraiment les meilleures années pour la rivalité entre les deux équipes. Et j'ai vraiment appris à détester les Canadiens de Montréal pendant ce temps-là. Même ça. Parce qu'on dirait que pour les francophones, il y a une plus grande rivalité avec les Canadiens, justement pour la raison que tu dis. Moi, la moitié de mes amis prennent pour les Sénateurs, l'autre moitié prennent pour les Canadiens, mais j'ai pas vraiment personne de proche qui prend pour les Maple Leafs. Puis tu sais, j'ai connu la rivalité à l'époque où ils se faisaient sortir à tous les ans en série. À l'époque, tu sais, Darcy Tucker, Daniel Alfredson, tout ça. Puis c'était intense, mais ça fait tellement longtemps que je trouve que ça en a reperdu, tu sais. Mm-hmm. Je pense que ça commence à revenir. On est les Maple Leafs, mais aussi pour moi, comme je me souviens à l'école, il y avait des profs qui me disaient que la raison pourquoi je n'aimais pas les Canadiens de Montréal, c'est parce que je n'avais pas grandi dans une famille francophone. Et il y avait un peu raison, mais il y avait l'idée de comme t'es pas vraiment francophone parce que t'aimes pas les Canadiens de Montréal. J'ai pas apprécié ça. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est un gros défaut de la francophonie. Ouais, c'est pas vrai, ça, parce que je viens du Lac-Saint-Jean, ça peut pas être plus francophone que ça, puis je prends pour les Sénateurs, fait que... Puis je déteste les Canadiens. Puis ton frère prend pour les Capitals. Là. Puis mon frère prend pour les Capitals de Washington, fait que... Mais c'est ça, c'est leur mentalité. C'est très presque religieux, là, comme tu dois te conformer à la religion du CH si tu habites au Québec. Pourquoi ils peuvent pas comprendre pourquoi que tu pourrais prendre pour une autre équipe que le CH si tu habites au Québec? Oui, si tu vas à une école française, il faut prendre pour les Canadiens de Montréal parce qu'on est pro-francophonie. Même en Ontario, on est pro-francophonie et ça veut dire pro-Canadien de Montréal. On a du travail avec le podcast à faire, justement, à faire changer ça. On travaille fort. Tu as parlé tantôt de la communauté qui était quand même intense, puis tu pourras m'en parler. Tu sais, si on va sur Twitter, on a beaucoup de gens intenses, beaucoup de gens investi, beaucoup de blogs, beaucoup de podcasts, beaucoup de contenu créé par les fans. Puis moi, je m'en viens me demander, est-ce que ça, c'est dû à un manque au niveau de l'organisation des Sénateurs d'Ottawa? Est-ce qu'on est obligés, nous autres, les fans des Sénateurs, de créer notre propre contenu parce qu'on en manque? Honnêtement, je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a ce genre de contenu pour chaque équipe. Comme ma mère prend pour les Canucks, il y a plein de contenu qui est créé par les fans, les Maple Leafs. Mais à ce point-là, comme il y a plein de fans de Maple Leafs qui sont devenus comme qui ont eu des emplois avec Sportsnet et tout ça. Mais je pense que pour chaque équipe, il y a ce genre de communauté. Il y a certainement beaucoup de contenu avec les Sénateurs et je pense que c'est peut-être juste parce que le contenu est bon, donc il y a plus de gens qui veulent lire les chroniques et suivre les gens sur Twitter et créer leur propre contenu, peut-être. Parce qu'il y a comme une vague dernièrement, là. Tu sais, oui, OK, les gens peuvent bien rire de nous autres autant qu'ils veulent. L'aréna n'est pas toujours pleine. Correct. Mais ceux qui sont investis dans les Sénateurs d'Ottawa se donnent, là. Oui, et honnêtement, comme je suis dans cette communauté depuis 2013, j'ai commencé à lire les blogs, puis depuis 2015, je suis vraiment comme investie et active sur Twitter. Et en 2015, on était vraiment pas nombreux. Comme je me souviens en 2017-2018, c'était assez facile de faire genre des meet-up en personne, comme tous se rencontrer à un restaurant ou quelque chose, puis juste d'organiser ça sur Twitter parce qu'il y avait comme tellement pas beaucoup de monde. Et maintenant, on ne peut même pas faire ça parce qu'il y a tellement de gens. Comme c'est très cool qu'il y a tellement de gens. Mais... Ouais, c'est un beau problème. Ouais. Parce que dans le temps, je lisais Sans Chirp. Il y avait Silver Seven. Il y en avait probablement d'autres, mais... moi, c'était Bonk Smollett, Silver Seven et Sans Chirp. Oui, ben Bonk Smollett, c'en est un aussi qui a un peu... Il était tout seul à une époque, là. J'ai l'impression sur Twitter à écrire des niaiseries, puis je me souviens d'avoir lu, c'était l'histoire de Scrooge, là, puis le Noël. Il avait écrit le Noël des sénateurs, puis là, t'avais les fantômes de demain. C'était malade, là, comme contenu. Oui, mais OK,
ceux qui lisent ce que j'écris pour Silver 7 et mes tweets vont savoir que j'aime beaucoup ce type de contenu et je suis beaucoup inspirée de Blanc Smollett, honnêtement. Donc oui, j'ai beaucoup apprécié ce genre de contenu. Comment est-ce que tu te retrouves à Silver 7? Je suis curieux. Ben, j'ai commencé à lire Silver 7, évidemment, en 2013. J'ai commenté souvent sur les articles. Et j'ai appris à connaître certains des écrivains, surtout sur Twitter. Vers 2015, je commençais à écrire pour un autre blog, Fangirlish. J'écrivais pour des romans et des séries télévisées. Et oui, j'ai appris à connaître certains des écrivains. Et en 2017, c'est Ross qui était le chef de Silver 7 qui m'a demandé si je voulais devenir écrivaine. Donc, oui, ça me tentait évidemment. Comment ça fonctionne? Si tu écris un article par semaine, un article par jour? On a plusieurs articles qu'il faut écrire. On est une équipe assez grande, puis on a certains articles qu'il faut écrire à chaque semaine. Donc, on a lundi et jeudi, on a juste des liens à d'autres articles, puis vendredi, on a quelque chose d'un peu plus long et tout ça. Puis aussi, évidemment, il faut résumer chaque jeu des Suns. Donc, au début de chaque semaine, on a juste un courriel. On envoie un courriel, puis tout le monde va décider ce qu'on va faire. Et oui, la plupart du temps, c'est juste un ou deux articles par personne. OK. Puis ça, je veux pas être indiscret, mais est-ce que c'est bénévole? C'est rémunéré? Est-ce qu'il y a quelque... C'est rémunéré, mais pour beaucoup d'argent. C'est juste c'est de l'argent pour la bière, pas pour... c'est ça, on s'entend. Ben, bravo, parce que ça prend quand même... C'est du temps. C'est pas tout le monde qui s'investirait autant, tu sais, veut pas. Mais je pense que c'est quand même un beau message pour ceux qui... Tu sais, il y en a qui ont des talents. Justement, toi, tu avais déjà un talent pour écrire, puis des fois, c'est de trouver quoi écrire ou dans quoi s'investir. Puis c'est un bon exemple de trouver quelque chose que tu aimes, trouver quelque chose qui t'intéresse, puis juste comme... put it out there, comme on dit, tu sais, écris-le, mets-le, puis on sait jamais qui lit, on sait jamais qui regarde. Fait que ceux qui sont, tu sais, sur la clôture à penser, je pourrais me partir un blog, parler des sénateurs, il me semble que j'ai des choses à dire, ou je pourrais, pas un podcast, parce qu'il y en a juste un podcast en français des sénateurs, puis c'est le nôtre, là. Mais tu sais, mais je trouve que c'est un bel exemple de focusser sa passion, puis peut-être que pour l'instant, c'est pas payant, mais on sait jamais, comme je dis, qui lit, qui regarde, puis c'est quelle porte que ça peut ouvrir. Fait que, non, c'est un bel exemple. Ouais, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse, le journalisme? Ou bien, non, honnêtement, j'ai aucun intérêt. Aucun intérêt, OK. J'aime faire ça gratuitement, juste dans mon temps libre, mais je ne pense pas que je serais capable de le faire comme emploi. Non, je l'aime trop comme ce l'est maintenant, puis je trouve que, non, je ne serais pas capable de... J'imagine que tu aimes la liberté que ça te laisse aussi, là. Oui, exactement. Ça, c'est Sylvain qui nous racontait l'autre fois. Il go, puis là, il y a 10 minutes, il faut qu'il finisse d'écrire, puis qu'il descende voir les joueurs, puis go. C'est quand même... faut que tu aimes ça, puis faut que tu veuilles, là. Comment tu t'inspires quand tu t'écris, genre? Il y a une idée qui te vient, tu dis, je vais écrire là-dessus? Ben, c'est pas tellement difficile avec l'équipe, surtout quand la saison est partie, right? Comme, pendant l'été, c'est un peu difficile des fois, mais il faut juste comme penser à des choses intéressantes qui sont arrivées dans le dernier match, des joueurs qui ont fait quelque chose de cool, ou par exemple, j'ai écrit quelque chose il y a quelques semaines à propos de Tim Stützle et comment il est très bon défensivement. On en parlait avant de commencer le podcast. Mais oui, c'est facile avec Silver 7 parce qu'on a toujours comme un format pour chaque chronique. Donc, par exemple, si c'est vendredi, je dois faire 5 thoughts for Friday. Je dois penser à... C'est un format assez simple. Je dois penser à comme 5 choses à dire. La plupart du temps, j'écris juste des recaps, des genre résumés de match. Et ça, je trouve ça fun parce que c'est juste... je dois juste raconter ce qui se passe dans le match. Et j'essaie toujours d'être un peu drôle. Je ne sais pas si les gens rient, mais j'essaie de faire rire les gens. C'est toujours mon but avec ce genre d'article-là. C'est dur parce que t'as pas le feedback instantané comme un humoriste ou quelqu'un qui... Tu sais, quand il y a quelqu'un à côté qui entend ta blague puis qui rit...
À l'écrit, c'est plus... ouais. Moi, je ris pendant que je l'écris, donc c'est correct. C'est Oui. le meilleur public. C'est drôle parce que souvent, quand je publie la chronique, les premiers commentaires vont toujours être des gens qui n'ont pas lu ce que j'ai écrit, mais veulent juste donner leurs commentaires sur le jeu. Alors, j'ai aucune idée si les gens on rit de... Des blagues. Eux autres, ils ont lu le titre puis ils réagissent à ça, genre. Là. Ou ils font juste parler de la game pour parler de la game sans avoir lu qu'est-ce qu'elle a écrit. Ils vont juste parler de ça. C'est toujours un peu drôle quand j'ai écrit quelque chose de vraiment comme niaiseux. Et j'attends à ce que les gens réagissent, mais... Ouais, plus un commentaire très sérieux sur Nick Holden, mettons, là. Ouais. J'ai pas fait un commentaire sérieux dans toute cette chronique-là. Tu co-animes un podcast aussi? Oui, ça s'appelle veux en parler? This American Life. D'où ça vient? Raconte-nous ça. OK. Mais, OK, je ne sais pas si vous savez ce qu'on fait avec ce podcast, mais ça a commencé en 2018, je pense. Puis moi et mon ami Poppy, et je vous promets, ça a un rapport avec le podcast, cette histoire-là. Mais nous deux, on s'amusait juste dans notre groupe chat de écrire des histoires drôles à propos des mascottes de la NNH. Et souvent des histoires d'amour entre les mascottes. Mais c'est juste entre nous deux. On trouvait ça tellement drôle. Je ne sais pas pourquoi, mais genre, on s'amusait à juste écrire ces fanfictions, right, ces histoires. Et évidemment, moi, j'ai fait un peu de création littéraire, alors j'ai beaucoup aimé ça. Nos amis le trouvaient super drôle et juste un moment donné, j'ai demandé à Poppy, mais j'ai dit à Poppy, ça serait peut-être cool mais ça serait très drôle si on avait un podcast où on discute des sénateurs et de la culture du hockey, la justice sociale, tout ça. Puis, direct dans le milieu, on a juste 1 minute où on lit un fanfiction à propos des mascottes. 50 Shades of Sparty. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est Sparty et Gritty, des fois, c'est Sparty et un autre mascotte. Mais elle a trouvé ça drôle, puis on a commencé à juste créer le podcast et honnêtement, quand on a fait le premier épisode, on se disait personne ne va aimer ça. Tout le monde va être tellement fâché contre nous pour se faire dans le milieu avec les mascottes. Mais honnêtement, les gens ont vraiment aimé ça, ont vraiment trouvé ça drôle. Et on a resté avec ça. Donc, c'est vraiment juste, on dit n'importe quoi dans notre podcast, mais on essaie toujours de se faire rire entre nous. Comme moi, j'essaie de faire rire Poppy, puis Poppy essaie de me faire rire, et ça fonctionne assez bien. Est-ce que tu peux nous donner une exclusivité de la prochaine histoire d'amour du prochain épisode? Honnêtement, je ne sais pas, et c'est parce que ça fait assez longtemps qu'on n'a pas fait de podcast et je pense pas qu'on sera de retour avant la prochaine saison. C'est juste parce que, moi et Poppy, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie en ce moment, surtout Poppy. On n'a pas vraiment le temps ou l'énergie pour faire le podcast, mais oui, donc il va falloir attendre quelques mois, malheureusement. On sera patient. Mais aussi, on n'a rien de planifié à l'avance. Comme littéralement 30 minutes avant de se parler, on ouvre un Google Docs puis on essaie d'écrire quelque chose qui va faire rire les gens. On va changer de direction un petit peu. J'aimerais ça que tu me parles de ton expérience en tant que partisane des sénateurs d'Ottawa. Historiquement, as-tu un joueur préféré? Ça a toujours été Erik Karlsson. Ah ouais, hein? C'est vrai. Oui. Oui, j'ai été comme vraiment pas correct quand Erik Karlsson a été échangé aux Sharks de San Jose. Mais avant ça, évidemment, c'était Daniel Alfredsson. Parce que, oui, quand j'ai découvert les sénateurs pour la première fois, j'avais comme 8 ans et Daniel Alfredsson était comme le seul joueur que je connaissais. Mais oui, Karlsson et... oui, sa carrière a genre commencé juste quand je m'intéressais un peu plus aux sénateurs. Donc, j'ai vraiment pu lui suivre au cours de sa carrière avec les sénateurs et oui, j'ai toujours aimé. As-tu fait ton deuil depuis? Oui. Ça va mieux maintenant? Oui, non, j'ai été vraiment pas correct pendant la saison 2018-2019. Puis en fait, ça a bien fonctionné parce qu'en 2019-2020, je suis allée étudier à l'étranger. J'étais à l'université de Cape Coast au Ghana. Puis je me suis dit, ça aurait été possible d'écouter les matchs comme au milieu de la nuit.
mais je me suis dit non, j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin de juste pas suivre les Sénateurs pendant un an et je l'ai fait. J'ai pas écouté un match pendant la saison 2019-2020 et je suis retournée au Canada puis je me suis dit les Sénateurs me manquent. Ouais, t'avais du rattrapage à faire. Je pense que t'es pas la seule à ce moment-là qui a eu un genre de fatigue parce que c'était vraiment le clou qui a fait le plus mal, on dirait. Là. Puis avec le recul aujourd'hui, on se dit bah. Avec le retour, tu te consoles avec le retour. C'est pas que tu l'acceptes tant, c'est que tu te consoles avec qu'est-ce que ça l'a donné quelques années après. T'sais. Non. Et je me souviens quand c'est arrivé, il y a plein de gens qui disent oh non, c'est Mark Stone qui a vraiment fait mal. Ben moi, je trouve que quand Karlsson est parti, c'est là que j'ai accepté que Mark Stone allait partir aussi. Parce que à ce point-là, c'était assez évident que ça allait arriver. Donc, oui, c'était vraiment... ça a fait très mal. Une triste journée. Au-delà de... On perd un joueur comme Erik Karlsson, c'était vraiment le signe que... Qu'on repartait à zéro. Mais aussi, on avait l'impression que genre... les choses n'allaient jamais s'améliorer, right? Parce que Melnyk est toujours là. Melnyk ne va jamais vraiment payer ses joueurs. Personne ne va vouloir rester à Ottawa et ça va juste continuer à aller comme ça. Alors, c'est ça qui était le plus difficile à accepter pour moi et c'est ça qui l'a fait vraiment mal. Si on lui laisse le bénéfice du doute parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est vrai que c'est le sentiment que ça donne. Ça va juste... L'histoire va se répéter, puis va se répéter. Puis c'est ça qui était décourageant dans ce temps-là. Puis aujourd'hui, on se dit qu'on a Brady Tkachuk, mais on se dit... On sait pas, là. Mais je trouve on a un peu accepté ça. Genre maintenant, c'est comme... peut-être que tous ces joueurs vont partir éventuellement. Peut-être que cette équipe ne gagnera jamais la Coupe Stanley, mais comme... Whatever. C'est quand même le fun d'écouter les matchs, right? Mais là, de voir Tkachuk avec un contrat de 8 ans, Batherson avec un contrat de 6 ans, Chabot avec un contrat de 8 ans, est-ce que ça t'inspire confiance? Est-ce que c'est... Parce que là, on voit que Melnyk a payé ses gros joueurs. Tu sais, après ça va être Norris, après ça va être tout là, mais... Certainement. Ça me donne espoir, mais j'ai pas hâte à cet été, honnêtement. Parce que j'ai encore peur que, genre, ça va arriver encore. Comme... L'été passé, avec Brady Tkachuk, en septembre, on commençait à se dire est-ce que Brady Tkachuk va partir dans quelques années? Parce que, évidemment, comme ça va pas bien entre lui et Melnyk, right? Et j'ai peur que ça va arriver encore une fois cet été avec peut-être Josh Norris, peut-être quelqu'un d'autre, mais on va voir. Ton plus beau souvenir en tant que fan des Sénateurs? Honnêtement, c'est probablement la saison 2014-15 avec Andrew Hammond, The Hamburglar. C'est juste, j'y pensais aujourd'hui, juste parce que le Hamburglar est de retour dans la LNH maintenant, malheureusement avec les Canadiens, mais il est de retour. Il a gagné un match, attention. Je sais. J'ai pas hâte de lui voir contre les Sénateurs cette semaine, mais oui, je pense que ce qui rend toute l'affaire avec le Hamburglar tellement comme intéressant et spécial, c'est que quelque chose comme ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la LNH. Comme peut-être il y a des similarités entre comme cette équipe puis peut-être les Blues de Saint Louis en 2019 ou quoi, mais vraiment quelque chose comme ça. Il a gagné 20 de ses 23 matchs. C'est complètement ridicule. C'est tellement bizarre. Je peux encore pas croire que c'est arrivé. Et je ne pense pas que quelque chose comme ça va arriver encore dans la LNH. Et c'est ça qui le rend très spécial. Comparé à, genre, 2017, c'était le fun, mais c'est quelque chose... Genre, il y a beaucoup d'équipes qui ont des histoires comme ça. Mais 2015, je peux encore pas croire. C'était spécial. C'est cette année-là qu'ils ont, en battant les Flyers, ils sont assurés une place sans... Ouais, je me souviens. J'étais là, moi. Ils ouvraient les portes au CTC pour aller voir la game sur l'écran géant pour le regarder. On était là, toute la famille. C'était fou, là. Imagine une game de saison. Ils ouvrent le CTC pour pouvoir aller voir les games à l'étranger. Puis il y avait du monde. Ils ont raté leur chance pour repêcher Connor McDavid ou Jack Eichel, mais ils ont quand même eu Thomas Chabot dans le repêchage. Donc, pas si pire. Fait que ce que tu dis, c'est que le Hamburglar nous a volé le premier choix. J'espère qu'il va faire la même chose aux Canadiens, là. Rapidement, tes impressions de l'équipe en place en ce moment?
L'équipe est super le fun. Comme c'est des choses drôles se passent sur la glace. Oui, c'est juste le fun d'écouter les matchs en ce moment. J'aime vraiment l'équipe qu'on a et oui, j'ai de l'espoir pour l'équipe. Comme je ne sais pas s'ils vont être la meilleure équipe dans la LNH dans les prochaines quelques années, mais j'ai vraiment de la confiance en les joueurs, les jeunes joueurs qui sont présentement les meilleurs joueurs sur l'équipe et j'ai de l'espoir pour les espoirs qui s'en viennent bientôt. Donc, ouais. Je pense qu'ils vont faire les séries l'année prochaine. C'est dit. Ben, c'est d'avoir une équipe excitante qui est proche des séries année après année, puis qui est de plus en plus sûre avec les années, j'imagine. Gagner le gros trophée, c'est sûr que c'est le fun, c'est l'idéal, mais quand tu parles d'une belle décennie, là, un beau 10 ans de joueurs que tu as vu arriver, que tu as vu grandir, que tu vois se battre année après année, c'est un peu ça le hockey, c'est un peu ça pourquoi qu'on suit ce sport-là. Tu sais, c'est pour toutes les histoires qu'il y a là-dedans. Pas beaucoup d'équipes qui vont gagner la Coupe 2, puis 3, puis 4 fois en dedans de quelques années. Puis souvent, c'est quasiment un curse, là, gagner la Coupe. Là. Peut-être pas pour Tampa, mais des fois, ça lance l'équipe dans une reconstruction pas longtemps après. Oui, et honnêtement, après 5 ans d'avoir manqué j'ai juste hâte à ce que l'équipe se rende aux séries, même s'ils ne vont pas gagner grand-chose. Comme je vois par exemple les partisans des Bruins qui en ce moment sont en train de dire il faut finir on préfère avoir comme le premier choix ou quelque chose au lieu de faire les séries à tous les années. Et je me dis non, vous ne savez pas comme à quel point c'est pas c'est pas fun de suivre une équipe qui finit presque en dernier comme à chaque année. Non, c'est pas amusant. Je veux faire les équipes. Ouais, je suis là. Surtout la dernière fois qu'ils les ont fait, on a été gâtés, veut pas là. Et aussi, ça serait cool de faire les séries comme 2-3 années de suite, parce qu'avant ça, c'était toujours comme mais une année dans les séries, puis là, on manque des séries, puis là, on se rend... Ouais. C'était le message de Pierre Dorion de dire on est tanné que ce soit ça, justement. Mm-hmm. Rebâtissons complètement, mais rebâtissons un club qui va être dominant pour plusieurs années, les fameuses années d'Unparalleled Success là, qui nous reviennent tout le temps. Mais c'était un peu ça. C'était pas 2021-2022, ça? 2022-2023, on est proches. Je pense que c'était supposé commencer en 2021, oui. Ouais, je pense aussi. Ouais, mais il y a eu la COVID, là. Oui. Ça compte pas. On a poussé d'un an. C'est ça. Sans plus tarder, faites place au tir de barrage. Le logo en 3D ou le logo en 2D? 2D. C'était clair. J'ai un fait pour le Sénégal parce que je le trouve très drôle, mais non, le 2D, c'est certainement mieux que le 3D. Ton prochain voyage que tu veux faire? Oublie la COVID, là. Oublie la COVID. Est-ce que tu as une destination que tu dis dans ta tête, dans les prochaines années, je veux y aller, là? Honnêtement, non. Aucune idée? OK. Non, j'ai beaucoup voyagé pendant en 2019, évidemment. J'étais en Afrique, puis ensuite, j'ai passé mon congé d'hiver en Europe et j'ai vu plusieurs pays. Ça serait cool de retourner là, mais... Là, tu veux rester à la maison? Non. Ah non. N'importe où. C'est ça ma réponse. N'importe où. Je veux voyager, mais il n'y a pas une destination. Ramener Jean-Gabriel Pageau ou ramener Mark Stone? J'adore Jean-Gabriel Pageau, mais Mark Stone serait parfait sur cette équipe. On a vraiment besoin d'un ailier droite. On est d'accord. Je pense que si on veut gagner des matchs, c'est Mark Stone. Et en plus, j'adore Mark Stone. La dernière série TV que tu as écoutée? Je pense que c'était Superstore qui est sur Netflix. Ah oui. Oui. C'est drôle. Je l'ai aimé. Petite série relax. Tantôt, tu disais que tu as commencé à suivre les Sénateurs en 2013 à peu près, mais là, je te pose la question, les séries de 2007 ou les séries de 2017? 2017. Mais 2017, c'est quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux Sénateurs. J'avais 8 ans. Donc, je me souviens comme assez bien, mais... OK. 17. 2017. Je trouve, oui. Puis 2007, c'était presque trop facile. Tu sais, il n'y a pas eu autant de moments
autant d'émotions, je pense, qu'en 2017. Ils ont gagné les 3 séries en 5. Oui, c'est ça. Mais en 2017, ils ont gagné tellement de matchs en comme overtime. C'est ça? Oui. Et tellement de matchs où genre ils perdaient de 1 ou 2 buts, puis ils ont réussi à gagner. Non, c'était vraiment, vraiment amusant celui-là. Et dernière question, Tim Stützle, au centre ou ailier? Centre. Au centre. Et pourquoi? Pour son jeu défensif. Oui, il joue tellement mieux au centre. C'est vrai qu'on dirait qu'il est plus dans sa position, il est plus créatif, on dirait qu'il se cherche moins sur la patinoire. Ouais. Oui, il y a juste un peu plus de temps et d'espace et il faut vraiment être créatif. Oui. Puis aux mises au jeu, ça s'améliore. C'est pas... il sera pas Patrice Bergeron, mais tranquillement, pas vite, il se place. Là, il finit des games à... OK, il en prend pas tant que ça. Il prendra pas une quinzaine de mises au jeu, mais il va en prendre 6-7, puis des soirées qui vont en gagner 4. Là. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un gars qui travaille très fort et qu'il essaie vraiment de s'améliorer. Là. Oui. Puis il va prendre du poids. La force physique est importante aussi sur les mises au jeu. De la façon que tu places ton corps, de la façon que tu... fait que ça peut juste s'améliorer, je pense. Beata, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'être venu nous voir. Et merci pour tout le dévouement que tu mets dans tes articles et dans ton contenu. On l'apprécie beaucoup. Alors, c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On espère que vous avez aimé ça. De notre côté, on aimerait remercier Squirrel Noir pour la musique thème, ainsi que Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment. Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un review sur Apple Podcasts ou sur Facebook. Sinon, laissez-nous le savoir, on veut continuer à s'améliorer. On vous rappelle que tous les matchs de la saison régulière des Sens sont disponibles sur les ondes du 94,5 Unique FM avec Nicolas Saint-Pierre à la description et le coach Alain Saint-Cartier à l'analyse. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok et on s'en jase.